Pour écrire les livres, la cloche ne sonnera plus à l'église de Butembo Beni. Évidemment, c'est la cloche. La cloche, elle sonne. Maintenant, la cloche ne sonne plus. Il y a le silence. C'est comme une figure qui dénonce le silence des hommes et des femmes. Et le silence de la communauté internationale, le silence de la communauté nationale du Congo. Et il y a des guerres, plusieurs guerres, de plusieurs façons. On parle des massacres aujourd'hui à la machette. C'est plus vraiment des massacres. On égorge des gens, des enfants, des femmes enceintes, égorgées. Mais avant cela, au violet aussi, mais aujourd'hui aussi au viol. Et puis les viols macabres. Donc toutes ces choses-là indiquent que la situation du Congo, depuis 20 ans, reste toujours chaotique et il y a maintenant urgence à intervenir. Voilà. C'est des portraits très sombres et qui mériterait vraiment le temps pour entrer en détail. Mais à bref, c'est très chaotique la situation du Congo. Et puis, toute cette situation qui se passe au Congo, on n'en parle pas. C'est ça le plus dramatique. Il faut se taire. Se taire, c'est vraiment devenu un ordre, se taire. Alors que les géants écrasent vif les orteils des petits peuples. Mais il faut se taire, il ne faut pas parler. C'était tabou de parler. Et c'est là où on se pose plusieurs questions. Pourquoi ces silences? Les silences au niveau national. On n'en parle pas dans les radios nationales, la télévision nationale. Les silences au niveau international. On n'en parle pas au niveau de la communauté internationale. On se demande pourquoi. Et la question qui reste, c'est à qui profitent ces crimes? S'il y a les silences, à qui profitent ces crimes? J'ai écrit ce livre pour essayer de sortir de ces mutismes, les mutismes, parce que c'est très dangereux. Au Congo, ceux qui osent faire quelque chose, soit ils pleurent, soit ils crient, soit ils s'apitoient, ils ne parlent pas encore. Lorsque je parle, il y a mon interlocuteur, puis moi, on se parle, il y a une parole qui circule entre nous deux. Ce n'est pas juste crier, ce n'est pas juste s'apitoyer, mais c'est vraiment parler. Parler des choses sérieuses, parler du viol, parler des massacres, parler des pillages des ressources. Ma grand-mère a été kidnappée. Elle a fait, je crois, 3 semaines dans les forêts équatoriales. Je m'imagine les atrocités qu'elle subissait là-bas. Les milices, on les appelle comme ça, c'est des rebelles qui sont dans la forêt. Ils arrivent dans les villages pour venir piller, soit les bêtes, soit demandent de l'argent ou autre chose pour vivre. Puis ces milices demandent aux gens de transporter les effets qu'ils ont pillés jusque dans les montagnes. Et ma grand-mère était parmi ces gens qui ont été kidnappés. Elle a su passer au travers. Et c'est ce courage que j'admirais. Alors, c'est les récits que je raconte dans ces livres. Voilà les fils conducteurs, les récits de ma grand-mère. Mais autour de ces récits, j'essaie de faire des ramifications pour essayer d'embrasser toutes ces questions qui sont à la source de la désolation du peuple congolais. Et l'image de la cloche, c'est l'église de Beni Butembo, la paroisse des Assomptionnistes. Elle s'appelle Mbao. 3 prêtres étaient là, je les connaissais très bien, Jean-Pierre, Anselme, puis Edmond.
Ils ont été kidnappés le 19 octobre 2012 à la paroisse Les Soirs. Cet enlèvement de ces prêtres est venu comme réveiller ce que ma grand-mère me racontait. Je me suis dit, je ne peux plus me taire, il est temps de sortir du silence pour parler au monde, pour parler aux Québécois et Québécoises, pour parler à la communauté internationale de ce qui s'est passé au Congo. Alors jusqu'à maintenant, ces 3 prêtres, on ne sait pas s'ils sont vivants ou ils sont morts, mais j'ai l'espoir que la justice sera faite un jour. Un jour. Je suis prêtre aussi, un homme de foi. Il y a l'espérance qui me fait cheminer, qui me dit un jour, on pourra peut-être vivre heureux au Congo. Lorsque j'étais en vacances encore là, j'ai rencontré une grand-mère pieuse. Cette grand-mère me racontait la scène du viol de sa voisine. C'était vraiment horrible ce qu'elle me racontait. Je n'avais pas de mots et je lui ai dit, je vais prier pour toi. Je vous assure que c'est la phrase qu'il ne fallait pas prononcer. Je vais prier pour toi. Voyons donc. Prier pour qui? Ça fait longtemps. Elle était enragée. Elle disait, ça fait longtemps que vous dites que vous allez prier pour moi. Pour nous, il n'y a rien qui s'est fait. Et cette grand-mère m'a quand même remué dans ma foi. Cette grand-mère m'a fait comprendre qu'il faut que je sorte de ma sacristie pour que ma prière devienne action. Homme de foi, je suis allé à la rencontre du peuple. Et parler pour cette madame, pour cette femme violée, je crois que c'est la plus grande prière dont elle a besoin. Parler pour elle. Et non pas sur elle, mais vraiment pour elle. C'est très fascinant ce genre de style, la lettre. Lorsque je t'écris une lettre, tu la reçois, nous nous rencontrons tous dedans, là-bas, dans cette lettre-là. Donc c'est pour moi un 3e pôle, un pôle du salut, la lettre. Et pourquoi écrire aussi à la tante? La tante, c'est une personne particulière. Ce qui se passe au Congo, ça peut être de manière générale, mais j'ai choisi d'écrire à une personne que je connaissais, et en étant sûr qu'elle va lire ma lettre. Cette tante, c'est la tante de plusieurs autres personnes. Je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, les milices venaient dans notre école, puis venaient pour prendre des élèves, pour les amener dans les maquis, pour faire des affaires soldats. Ces images, les images de ces collègues d'école sont encore à moi. Je me souviens, petit matin, ils sont venus dans la cour scolaire et prendre certains élèves. Ce sont mes tantes, ce sont mes oncles. Je leur écris ces livres. Je les connais très bien. Et je sais que s'ils tombent sur ces livres, ils vont se retrouver. Je m'adresse donc à eux, à ces personnes que je connais. Je voudrais peut-être aussi dire aux lecteurs, lectrices qui vont lire ces livres, d'écrire à leur tante. Ça serait un livre pour les Congolais, mais c'est d'abord un livre pour les Québécois et les Québécoises, pour les autres peuples en dehors du Congo qui ne sont pas sous les décombres, qu'ils prennent aussi le courage de demander à leurs dirigeants et de leur fournir des informations sur les richesses du pays, sur les minéraux, les coltans ou autre chose. Ils peuvent demander aux fournisseurs de leur téléphone de leur dire d'où proviennent leurs matières, les matières qu'ils utilisent pour fabriquer leur téléphone. Là, on s'adresse à une personne particulière. On s'adresse à quelqu'un. Donc la lectrice ou le lecteur de ces livres doit s'adresser aussi à sa tante, lui écrire une lettre, lui demander
Est-ce que tu peux m'informer? Est-ce que tu sais que la matière qui est dans ce téléphone cause des morts ailleurs au Congo? C'est pourquoi ces livres, je l'adresse d'abord aux lecteurs de l'extérieur du Congo aussi. Évidemment, c'est aux Congolais que ça revient. La première tâche des ressortis du pays de ces chaos revient aux Congolais. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour eux seuls de le faire. Quelqu'un qui est sous les décombres ne peut pas se sauver des décombres lui-même. Il peut crier. Et ce cri aujourd'hui demande à être entendu par la communauté internationale. C'est en les sortant de ces décombres qu'ils vont construire peut-être leur pays. Mais je crois qu'il y a lieu d'espérer pour ce beau pays avec sa nature paradisiaque, ses forêts équatoriales, ses ressources, ses cours d'eau. C'était paradis le Congo. Et moi j'espère que dans quelques années, le Congo va refléter ce qu'il était dans les temps. On va retrouver ce beau Congo où il fait beau vivre.